Bonsoir et bienvenue sur Athénée Noctua, votre podcast de philosophie du vendredi soir. On se retrouve ce soir pour aborder le thème « Juger » qui est au programme des classes préparatoires ECG et ECT cette année. Et pour cette séance, j'ai choisi de travailler sur la question du snobisme. Question qui est doublement en lien avec notre thème « Juger ». D'abord parce que le snobisme est une certaine façon de juger du goût des autres, mais c'est aussi quelque chose que l'on juge, le snobisme, lorsque l'on traite quelqu'un de snob par exemple. Le terme vient d'une locution latine qui est sine nobilitate, sans noblesse. Nobile en latin veut dire noble, nobilitate et la noblesse, sine veut dire sans. Sans noblesse, et donc le snob, le S du mot sine qui veut dire sans, couplé au début du mot nobilitate, N-O-B, donne donc le mot snob. Or, être sans noblesse, c'est ne pas appartenir à cette classe supérieure, c'est-à-dire ne pas être né au bon endroit, dans le bon ordre, si l'on reprend la théorie des ordres, qui est antérieure à la Révolution française, où il y avait en effet 3 ordres rigides sociaux, la noblesse, le clergé et le tiers-état, ou si l'on parle de classe sociale, là aussi, après la Révolution française. La noblesse est donc ce qui est en lien avec le sang, avec l'innéité, quelque chose d'inné. On est noble ou on ne naît pas noble. Or, dans les deux cas, que l'on naisse ou ne naisse pas noble, il y a du snobisme. Pour le dire autrement, il y a 2 formes de snobisme qui ont été fort bien analysées par le philosophe Nicolas Grimaldi dans son texte intitulé « Les idées en place », paru en 2014. Dans un chapitre intitulé très sobrement « Le snobisme », Grimaldi dégage 2 formes différentes de snobisme. Je le cite. Il prend d'ailleurs 2 formes différentes, selon qu'on a conscience d'appartenir à l'un des groupes les plus enviés, ou selon qu'on souffre au contraire d'en être d'autant plus écarté que notre naissance nous en a davantage éloignés. Dans ces 2 cas, très différents, il y a donc du snobisme. Le premier snobisme consistera donc à se sentir avantagé, à se sentir privilégié. C'est ce qu'il appelle la conscience d'appartenir à l'un des groupes les plus enviés. Dans cette première forme de snobisme, les êtres sont enviés d'abord parce qu'ils disposent du capital économique, mais aussi du capital culturel. Leur comportement, leurs pratiques diffèrent du commun. Or, le snobisme chez eux consiste à accentuer cette différence, ce que l'on pourra appeler avec Bourdieu cette distinction. Quand un snob se targue de distinction, quand il dit qu'il est très distingué, c'est précisément pour mettre de la distance entre lui et le reste de l'humanité. La jouissance de son capital économique lui permet d'être ostensiblement l'expression de ce capital, en ayant des comportements ahurissants, dit le texte de Grimaldi, très fantaisistes, caractéristiques donc d'une minorité. Le snob se distingue. Je cite Grimaldi. « Par toutes sortes de bizarreries, qui sont autant de signes d'affiliation ou d'appartenance, le snob prend un soin tout particulier d'exhiber tout ce par quoi sa minuscule coterie se distingue du reste de la société. » Dans cette citation, il apparaît bien l'effort que fait le snob pour se distinguer, pour exhiber ce qui le rend si spécial. Il affiche tout ce qui le distingue, et parmi les éléments qui le distinguent, il y a bien sûr son jugement, un jugement de goût très particulier, qui est le fruit de sa classe sociale. Il a du bon goût, il en est absolument convaincu d'être né, ainsi doté du bon goût, comme d'une capacité innée de jugement. À l'opposé de ce snob, il y a donc la deuxième catégorie de snob. C'est le snobisme de ceux qui ont été écartés par leur naissance de tous les avantages du premier snob, et qui en souffrent, et ont donc décidé de prendre une sorte de revanche en singeant le comportement des premiers. Plus royaliste que le roi, le snob qui imite le snob par nature appartenant à la noblesse en fait des tonnes, il en rajoute, et il est dans une surcharge au niveau du comportement. Il est plus ahurissant, plus saugrenu dans ses fantaisies, et c'est peut-être pour cela précisément qu'il se fera repérer par les premiers, qui le mépriseront.
Il y a bien une sorte de mimétisme du jugement. Je juge comme, je fais comme. Je cite Grimaldi. Alors que le snobisme de ceux qui font la mode est de donner le ton, le snobisme de ceux qui la suivent est de paraître si familier des premiers qu'ils partagent toutes leurs fantaisies, même les plus ahurissantes ou les plus saugrenues. En affirmant que le premier snob est celui qui fait la mode et donne le ton, Grimaldi suggère que le premier snob est à l'origine du bon goût et du jugement en matière de beauté. C'est lui qui fixe les normes du goût. Le snob de la deuxième catégorie ne fait que suivre passivement ce goût et ce jugement. Il juge comme le premier, il juge conformément. Ce faisant, il adhère à un système de valeurs, à un système normatif dont il n'est pas le promoteur, dont il n'est pas le créateur. Il ne fait que s'y soumettre, lui obéit passivement. Le snob de la deuxième catégorie ne juge pas. Il ne fait qu'admirer le jugement d'autrui et le reproduit, un peu bêtement. D'où la définition que donne le Larousse du snobisme. Admiration inconditionnelle pour les manières, les opinions en vogue dans les milieux tenus pour distinguer et qui se manifestent par une imitation servile de leur comportement. Il y a deux manières de juger. Une manière qui est créatrice de la norme, du critère par rapport auquel le jugement sera fait, et qui finalement associe assez juger et être libre, et une seconde manière de juger, plus servile, ainsi que dit cette définition, puisque ne faisant que reproduire, par un exercice d'admiration, le jugement d'autrui. Un jugement moins libre donc, déterminé par une représentation fantasmée de la classe supérieure. Le snobisme pourrait donc être considéré comme une sorte de refus de juger par soi-même, considérant que sa propre manière de juger ne vaut rien relativement à celle de la classe que l'on admire de loin. Il repose sur une sorte de dévalorisation de soi et de sa propre capacité à produire du jugement. Là où le snobisme est particulièrement paradoxal, surtout pour ce qui concerne la deuxième forme de snobisme, c'est que l'individu qui est snob a le sentiment d'imiter des individus non conformistes, très singuliers dans leur manière d'être. Mais ce faisant, ce même snob, en imitant ces comportements, entre dans un étrange conformisme. Le conformisme qui consiste à singer l'anticonformisme. Il se posera comme un jeu singulier, dira « moi, quant à moi-même, je pense que, je suis d'avis que », portera peut-être des habits loufoques, mais par ce choix, prouvera qu'il n'a pas de personnalité, que son individualité est quasi inexistante. Lui qui croit échapper au commun est tellement commun dans sa manière de singer le comportement d'autrui, sans en avoir conscience, ce qui est tout à fait risible. Risible pour le snob de la première catégorie, bien sûr. D'autant que, comme le souligne encore Grimaldi, l'un est en accord avec sa nature, avec sa naissance, tandis que l'autre se dissimule, se ment à lui-même peut-être même. Grimaldi écrit à ce sujet « Le snobisme ne consiste pas seulement, comme toute forme d'imposture, à persuader le monde qu'on est ce qu'on sait n'être pas. Il consiste aussi, comme pour les mythomanes, à se persuader qu'on est ce qu'on s'efforce de paraître. » On comprend ici que le propre du snob de la deuxième catégorie, c'est de ne pas savoir se juger, et pas seulement de ne pas savoir juger ou de ne pas s'autoriser à juger. Il se juge fort mal, il se dénigre lui-même et il se ment à lui-même, ce qui est très grave, car s'il ne mentait qu'à autrui, on pourrait faire du snobisme une arme secrète de la vie sociale. Mais comme c'est aussi à lui-même qu'il ment, il en arrive à juger le contraire de ce que sa nature lui aurait fait juger, de ce que son goût propre lui commanderait. Je cite encore Grimaldi. « Voilà comment, selon les humeurs et les goûts de ceux qui l'imitent, le snob se persuade d'avoir tellement les mêmes qu'il en vient à aimer ce que pourtant il n'aime pas, et à sentir ce qu'en réalité il ne sent pas. » Curieux retournement ici que nous propose Grimaldi, qui fait que le snob en arrive à juger contre son ressenti, contre son sentiment intime, en arrivant à affirmer ce qu'il aurait spontanément nié, en affirmant qu'il trouve beau ce qui pourtant ne lui plaît pas, il en arrive à croire
que la chose lui plaît. Il est donc dans une telle négation de sa propre nature, de son propre être, que l'affirmation qu'il tient contredit tout ce qu'il est. Car il n'appartient pas à la noblesse. Il appartient à une autre classe sociale dont il partageait les goûts, et on ne se défait pas tout à fait des valeurs d'autrefois. On peut essayer de se mentir à soi-même comme font les mythomanes en disant qu'on aime ce que l'on voit, mais une petite voix intérieure, peut-être, nous persuade du contraire sans qu'on l'écoute. Ainsi pourrait-on dire que le snobisme est tout à la fois l'affectation d'une personnalité, je me fais croire à moi-même que j'en ai une, et l'affectation du jugement, je me fais croire à moi-même que j'ai du goût et un jugement sûr. Le snob n'a pas de jugement, mais feint d'en avoir, n'a pas de critères, ou du moins n'a pas ses critères, mais feint de partager les critères de la classe qu'il admire. Tel est le prix à payer pour le snob pour se sentir appartenir à ce groupe de privilégiés qu'il admire tant de loin. Pour achever cette séance sur le snobisme, je vous propose d'appliquer le raisonnement de Grimaldi à une chanson extraordinaire de Boris Vian, « Je suis snob », qui date de 1954. Je vous lis les paroles de la chanson, sans ton, simplement vous l'écouterez bien sûr pour avoir aussi la mise en scène extraordinaire qu'en donne Boris Vian. Je suis snob, c'est vraiment le seul défaut que je gobe. Ça demande des mois de turbin, c'est une vie de galérien. Mais lorsque je sors avec Hildegarde, c'est toujours moi qu'on regarde. Je suis snob, foutrement snob. Tous mes amis le sont, on est snob et c'est bon. Chemise d'organdi, chaussures de zébu, cravate d'Italie et méchant complet vermoulu. Un rubis au doigt, de pied, pas celui-là. Les ongles tout noirs et un très joli petit mouchoir. Je vais au cinéma voir des films suédois et j'entre au bistrot pour boire du whisky à gogo. J'ai pas mal au foie, personne fait plus ça. J'ai un ulcère, c'est moins banal et plus cher. Je suis snob. Je m'appelle Patrick, mais on dit Bob. Je fais du cheval tous les matins car j'adore l'odeur du crottin. Je ne fréquente que des baronnes, aux noms comme des trombones. Je suis snob, excessivement snob. Et quand je parle d'amour, c'est tout nu dans la cour. On se réunit avec les amis tous les vendredis pour faire des snobismes parties. Il y a du coca, on déteste ça, et du camembert qu'on mange à la petite cuillère. Mon appartement est vraiment charmant. Je me chauffe au diamant. On ne peut rien rêver de plus fumant. J'avais la télé, mais ça m'ennuyait. Je l'ai retournée. De l'autre côté, c'est passionnant. Je suis snob. Je suis ravagée par ce microbe. J'ai des accidents en Jaguar. Je passe le mois d'août au plumard. C'est dans les petits détails comme ça que l'on est snob ou pas. Je suis snob, encore plus snob que tout à l'heure. Et quand je serai mort, je veux un suaire de chez Dior. Dans cette chanson, plusieurs éléments caractérisent donc le snobisme de la deuxième catégorie plutôt que de la première. Car l'on comprend à quelques indices que cet homme n'appartient pas à la noblesse, qu'il est plutôt de basse extraction, qu'il appartient peut-être même à des catégories populaires de la population, dont il a dû avoir suffisamment honte pour admirer au loin la noblesse qu'il imite. Il a notamment un méchant complet vermoulu. S'il est vermoulu, c'est donc qu'il est pauvre. Ce méchant complet est son habit d'origine. De même que ses ongles de pied sont tout noirs. Qu'il fréquente assidûment les bistrots, aime particulièrement l'odeur du crottin, et n'a aucune pudeur puisqu'il va nu dans la cour lorsqu'il fait la cour. Avec ses amis qui sont tout aussi snobs que lui et qui appartiennent encore à la deuxième catégorie de ce snobisme de Grimaldi, ils font des snobismes parties. Néologisme qui caractérise donc la volonté de ces individus de se retrouver entre eux, de créer donc une coterie, un petit club, où l'on n'a pas les moyens de son snobisme puisque l'on boit du coca tout en détestant ça, où l'on a la télévision qui est bien sûr l'instrument plutôt de la culture populaire et où l'on mange du camembert. Face à ces quelques indices d'une possible extraction modeste du personnage qui parle, il y a donc l'affirmation « je suis snob », ce verbe être qui affirme que c'est ce qu'il est, profondément, c'est sa nature, c'est presque son essence dont il parle ici. Or si l'on est vraiment snob,
On l'est dans chacun de ses comportements. Dans tout ce que l'on est, on est snob. Il dit par exemple qu'il ne fréquente que des baronnes qui ont des noms comme des trombones. Un trombone, c'est un instrument à coulisses qui peut s'allonger. Donc ce sont des noms à particules très longs qui sont les noms de ces baronnes. On peut en déduire qu'il est admiratif de ces noms à particules puisque peut-être que lui-même n'en a pas. Pour faire oublier le méchant complet vermoulu, il porte aussi des chemises d'organdi, un tissu très précieux, des chaussures dont le cuir est de zébu, très rare, une cravate made in Italy, et porte un rubis au doigt, mais au doigt de pied parce que c'est plus original que de le porter au doigt. Lui qui a la télé chez lui va voir au cinéma des films suédois, autrement dit des films que tout le monde ne comprend pas, des films rares, qui ne sont pas des films de divertissement, mais qui présupposent une connaissance du monde cinématographique. Il fait de l'équitation, qui là encore est un des sports préférés de la noblesse, chauffe son appartement, dit-il, un appartement charmant avec du diamant, plutôt que du charbon, a tourné la télé de l'autre côté parce que ça l'ennuyait, et oisif, comme doit l'être la noblesse qui ne travaille pas, qui n'est pas le tiers-état, et donc passe le mois d'août au plumard. Mais par le mois d'août, on comprend que peut-être que le reste du temps, il travaille comme tout le monde, puisque c'est un mois de repos pour tout le monde. Et lorsqu'il a des accidents, c'est des accidents en jaguar. Autrement dit, il a bien singé toutes les pratiques ostentatoires de la richesse à travers la voiture de sport, les bijoux, l'équitation, la fréquentation de baronnes, le port de vêtements de luxe qui va jusqu'à lui faire espérer porter un suaire de chez Dior lorsqu'il sera mort. Il ressemble encore à ceux qu'il admire par son côté désabusé. Il est lassé. Il a besoin de choses pour éveiller sa sensibilité émoussée. Par exemple, le camembert, il le mangera à la petite cuillère. Il regardera la télé à l'envers parce que c'est plus passionnant que lorsqu'on la regarde à l'endroit. Il avoue lui-même que regarder la télé, ça l'ennuyait. Donc on est face à des gens qui s'ennuient et qui vont chercher dans des plaisirs plus subtils, plus rares, de quoi les éveiller de leur ennui fondamental. Pour ne pas faire comme tout le monde, pour ne pas être comme tout le monde, eh bien, il a mal non pas au foie comme tous les alcooliques de son espèce, puisqu'il boit du whisky à gogo dans les bistrots, mais il a un ulcère. C'est moins banal et c'est plus cher à soigner sans doute. Avoir mal au foie, personne fait plus ça. J'ai pas mal au foie, personne fait plus ça. J'ai un ulcère, c'est moins banal et plus cher. On retrouve cette idée abordée précédemment, que le snob en arrive, non pas à seulement désirer comme, mais à juger intéressant ce qui est absurde, à juger plaisant ce qui est déplaisant. Il en arrive à apprécier par exemple d'être malade, parce que cette maladie-là est à la mode. Et lui qui a un nom des plus banals renie jusqu'à son propre nom. Je m'appelle Patrick, mais on dit Bob. D'ailleurs, snob, cela ne rime pas qu'avec Bob. Cela rime avec gobe, ce qui renvoie bien à cette idée d'une assimilation. Je gobe le jugement des autres et je le restitue. C'est vraiment le seul défaut que je gobe. C'est un défaut d'être snob, mais c'est le défaut qui est à la mode, celui qu'il gobe, qu'il absorbe parce qu'il est dans l'imitation. Être snob rime avec Bob parce que quand on est snob, on n'est plus soi-même. On est obligé d'être renommé parce que ce nom Patrick, si banal, le renvoie à ses origines. Cela rime également avec microbe en fin de texte. Je suis snob, je suis ravagé par ce microbe. Or un microbe, ça n'est pas n'importe quelle maladie, car un microbe, il vient de l'extérieur et il ravage tout à l'intérieur. Le snobisme trouve sa source à l'extérieur. Il s'agit de vouloir plaire au monde entier, pas d'être soi, mais d'être sous le regard de l'autre, reconnu par l'autre, jugé par lui positivement. Mais lorsque je sors avec Hildegarde, c'est toujours moi qu'on regarde. Si l'on accorde tant d'importance au jugement d'autrui, ce dont les stoïciens se méfiaient comme de la peste, puisque le jugement d'autrui ne dépend pas de nous, si l'on est l'esclave du jugement d'autrui, alors l'on conforme son comportement à ses attentes. Ainsi, on ne peut pas être snob seul. On est snob au milieu d'autres snobs qui nous reconnaissent pour ce que nous sommes. Et c'est bien ce que dit la chanson. Je suis snob, foutrement snob, tous mes amis le sont, on est snob et c'est bon. Le « on » impersonnel qui commence cette formule « on est snob et c'est bon »
nous renvoie à la perte d'identité du sujet. Le « on » domine dans cette culture où l'on n'est pas soi-même, où l'on se conforme à ce que l'autre nous donne à voir et à imiter. Heidegger, dans Être et temps, analyse cet emploi du « on », ce pronom personnel que l'on dégaine lorsque l'on ne veut pas assumer ce que l'on est, en disant « je », tout simplement. Le « on » permet de se déresponsabiliser et prouve à quel point on est soumis à l'altérité. Quand on est snob, on cache sa véritable nature derrière un « on ». On cache aussi sa véritable nature derrière les petits détails. C'est dans les petits détails comme ça que l'on est snob ou pas. L'œil est attiré par les détails, le diable est dans les détails. Mais l'identité est perdue, parce qu'au lieu de voir au-delà des détails, au-delà des apparences, eh bien, l'on est comme médusé par cette chemise d'organdi et ses chaussures en zébu. L'être n'existe plus que par son apparence. Il n'est plus qu'apparence. Pour finir cette analyse, j'aimerais insister sur la première strophe qui évoque le travail que c'est de paraître ce que l'on n'est pas. Ça demande des mois de turbin, dit l'auteur. Des mois de turbin, c'est-à-dire un travail très long, de longue haleine pour imiter correctement ce que l'on admire. Cette idée du travail contredit la dernière strophe qui nous parle de ce long mois d'août au plumard, où l'on ne fait rien précisément. Le snob est au travail. La noblesse, elle, était oisive. L'oisiveté, la culture du divertissement, c'est le propre d'une noblesse qui n'a plus sa fonction initiale, à savoir d'être guerrière. Lorsque la guerre est faite, il n'y a plus qu'à s'ennuyer. L'ennui est caractéristique d'une noblesse qui ne fait rien. En revanche, en évoquant les mois de turbin, on a l'impression d'avoir un ouvrier qui s'efforce de chasser le naturel. C'est une interprétation qui peut être proposée. Pour autant, pour finir complètement cette analyse, j'aimerais ouvrir sur une autre possible interprétation de ce texte de Boris Vian. Car au fond, et c'est Bourdieu notamment qui dans la distinction nous l'apprend, la plupart des snobs de la noblesse, c'est-à-dire de la première catégorie, ont tendance, pour se distinguer de la deuxième catégorie de snobs, à abandonner le caractère très ostentatoire d'une posture toujours belle, originale, singulière, pour s'encanailler. Si bien que l'on pourrait se demander si le snob de cette chanson est de la seconde catégorie ou de la première catégorie. Car celui qui, parce que sa classe le lui demande, va voir des films suédois, pourrait venir s'encanailler au bistrot pour boire du whisky à gogo. Celui qui a l'habitude ne de fréquenter que des baronnes, aux noms longs comme des trombones, pourrait aussi prendre beaucoup de plaisir à s'encanailler en se promenant nu et en faisant la cour tout nu. D'ailleurs, toute une partie de la littérature du XIXe siècle, d'après la Révolution française, d'après l'abolition des privilèges, nous rappelle que la vraie noblesse, la noblesse d'épée ou de robe, était fauchée. Elle avait perdu ses châteaux, ses œuvres d'art. Elle pourrait bien, cette noblesse, porter le méchant complet vermoulu. Si le capital symbolique est encore possédé par la noblesse, qui a du goût sait combien l'organdi est un joli tissu, très léger, agréable à porter. Elle est aussi fauchée, et peut-être porte-t-elle ce vieux complet vermoulu parce qu'elle a perdu le pouvoir économique, le capital financier. Cette analyse s'achève, je vous remercie de l'avoir écouté. Si vous aimez ce travail, n'hésitez pas à le soutenir en vous abonnant à ma chaîne ou en mettant un petit pouce en l'air. Je vous dis à très vite pour philosopher un peu à l'heure bleue avec moi.